Bonjour à toutes et à tous. Comment protéger efficacement le dirigeant et son entreprise, ou plus précisément, comment préserver et sécuriser l'entreprise dans le cadre de la disparition du dirigeant? C'est le sujet que Maître Vlasov, avocat fiscaliste, spécialiste en transmission d'entreprise, et moi-même, David Leroellec, responsable commercial à la SAIMAVI, allons aborder pendant cette demi-heure. N'hésitez pas, au fur et à mesure de cette intervention, à poser des questions. Nous y répondrons à la fin de notre présentation. Protéger son entreprise est en effet un souci permanent pour un dirigeant d'entreprise pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est que l'entreprise est tout d'abord son outil de travail. Et dans un deuxième temps, quelque chose de très très important, c'est aussi la plupart du temps un élément prédominant et important de son patrimoine global. Donc, en protégeant son entreprise, il se protège lui-même, sa famille, ses associés et sécurise son patrimoine pour demain et après-demain. Nous allons dans un premier temps vous alerter sur les conséquences juridiques et patrimoniales inhérentes à la disparition du dirigeant. Puis dans un second temps, nous mettrons en lumière les solutions qu'il convient de mettre en œuvre en amont afin que cette disparition ne soit pas doublée de conséquences juridiques et patrimoniales inextricables pour les héritiers. Le dirigeant d'entreprise, en tout cas sa disparition, entraîne assez souvent la disparition des entreprises. C'est un facteur important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation en amont, tout simplement. Les associés du dirigeant, ainsi que sa famille, ne font pas toujours partie intégrante de la direction de l'entreprise, donc ils ont donc besoin d'être accompagnés. Donc plus des mesures sont prises en amont, plus on sécurise l'entreprise et plus on facilite, bien sûr, sa transmission et ainsi la succession du dirigeant. Anticiper, dans ce cadre, peut être considéré comme un acte de bonne gestion. La disparition du dirigeant impacte donc à ce niveau trois niveaux de strates. L'entreprise, les associés et la famille. Maître Vlasov va vous expliquer les conséquences juridiques justement de cette disparition. Bonjour à tous, je suis ravi de faire cette intervention avec David. Comme il a été précisé par Monsieur Leroellec, il y a différentes strates effectivement d'impact liées à la disparition brutale du dirigeant. Des strates juridiques, des strates patrimoniales et bien évidemment fiscales. Pour commencer, il est important de faire une distinction entre la forme juridique de société qui sera concernée lors de la disparition de la personne physique. Comme vous le savez sans doute, il y a deux grandes familles de structures sociétaires en France, les structures dites opaques et les structures dites transparentes. Pour schématiser rapidement le propos, les structures transparentes sont principalement les entreprises individuelles pour lesquelles le patrimoine de la société se confond avec le patrimoine de son dirigeant. Concernant ces sociétés-là, alors si on voulait citer des formes juridiques, notamment les sociétés en non collectif, les SNC, la disparition brutale du dirigeant va engendrer, sans que cette liste soit exhaustive, un certain nombre de conséquences pour le moins néfastes. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la disparition du dirigeant, cette entreprise individuelle perdra de facto sa personnalité juridique. Sachant qu'il y a une confusion entre la personne physique et la personne morale, le décès de la personne physique engendrera la disparition de la personnalité juridique de la personne morale. Il va en découler des conséquences pratiques immédiates liées à cette disparition, parmi lesquelles on peut citer notamment le fait que les comptes bancaires de la société, de l'entreprise individuelle, se retrouveront immédiatement bloqués. Et il en découlera de facto également que les crédits éventuels qui auraient pu être souscrits par le chef d'entreprise au nom de cette entreprise individuelle deviendront dans l'obligation d'être remboursés immédiatement. Alors, bien évidemment, on pourrait imaginer que le paiement des salaires des fournisseurs ou l'arrêt des livraisons seraient autant d'autres conséquences qui découleraient de ce blocage qu'on va appeler bancaire. Autre problématique qui découlera de cette disparition immédiate dans les entreprises individuelles, c'est bien évidemment le fait que l'ensemble des mandats qui auront été donnés par le chef d'entreprise deviendront caducs, l'ensemble des procurations. Faute de combattants, il n'y a plus de possibilités et malheureusement, l'ensemble des contrats seraient arrêtés immédiatement, à l'exception du bail commercial, ce qui a des règles qui lui sont spécifiques et ce qui malheureusement pourrait davantage être un handicap qu'un avantage, puisque la continuation de ce bail commercial engendrera, comme vous pouvez le deviner, la continuation de l'obligation de payer les redevances relatives à ce bail commercial. Bien évidemment, les dettes professionnelles vont également intégrer le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel
et donc sa succession, et bien évidemment engendrer pour tout cela des conséquences fiscales qui bien évidemment vont être majeures, notamment en matière successorale. Donc tous ces aspects concernent les entreprises individuelles. À côté de ces entreprises individuelles, nous avons bien évidemment plus fréquemment dans le panel des sociétés qui nous sont présentées à l'étude, des sociétés qui sont ce qu'on appelle opaques, qui ont une personnalité juridique qui leur est propre, principalement les sociétés par action simplifiée ou les SARL que l'on rencontre fréquemment. Concernant ce type de société, les conséquences, elles, vont être différentes. Sachant qu'elles ont une personnalité morale qui leur est propre, les sociétés elles-mêmes vont perdurer, elles vont continuer en termes d'existence et leur personnalité va se poursuivre. En d'autres mots, le décès du dirigeant n'engendrera pas la fermeture immédiate de la SARL ou de la SAS. Les engagements et les contrats qui auront été souscrits par la société avant le décès du dirigeant, eux aussi continueront. Il n'y a pas d'arrêt immédiat de l'ensemble des engagements contractuels appartenant à la société en raison de la disparition de son chef d'entreprise. En revanche, des difficultés bien évidemment assez importantes vont exister au moment de la disparition sur le plan juridique de ce chef d'entreprise, puisque déjà, il y aura une vacance qu'on appelle du pouvoir. Il n'y aura plus de président ou de gérant dans la société, et nous verrons un tout petit peu plus en avant que si des précautions, notamment juridiques, n'ont pas été prises en amont, eh bien, on aura des difficultés majeures dans la gestion quotidienne de cette entreprise. La disparition du dirigeant aura également une conséquence fiscale immédiate, puisqu'il y aura une fiscalité sur la transmission des titres, qui seront bien évidemment transmises par la voie du décès, et les héritiers se trouveront donc en indivision jusqu'au partage de la succession, avec d'une part la nécessité de gérer le quotidien de la société, la poursuite de l'activité qu'on peut imaginer, mais également de gérer la vente potentielle des parts de leurs défunts, afin de régler les problématiques fiscales et successorales qui en découleraient. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, il est bien évidemment… Attends, juste, on va passer sur la slide suivante, ce sera plus simple pour que vous puissiez suivre, bien évidemment. Hop. Donc, une fois qu'on a effectivement analysé ce distinguo entre les sociétés en entreprise individuelle ou les sociétés opaques, le maître mot, comme a pu le rappeler David Leroy-Hellec, est bien évidemment la question de l'anticipation. Car, en petit résumé, les règles de l'indivision s'appliquent, les régimes matrimoniaux s'appliquent, un petit focus sur le fait qu'également, dans les sociétés opaques, la nomination d'un administrateur ad hoc par le tribunal est malheureusement envisageable et bien souvent mise en place, puisque faute d'avoir un dirigeant dans la société, eh bien, le tribunal nommera un administrateur qui aura justement pour vocation de régler les questions de prise de décision et de gestion de la société pendant cette vacance du pouvoir. Enfin, un point essentiel, et malheureusement qu'on rencontre assez fréquemment, concerne celui de la gestion des intérêts des mineurs héritiers lorsque le chef d'entreprise défunt laisse des enfants mineurs, évidemment, en tant qu'héritiers. Il faut savoir que le droit civil est assez strict en la matière et qu'il y aura en tout état de cause l'intervention d'un juge des tutelles afin de protéger les intérêts des mineurs, quand bien même la maman ou le papa qui subsiste pourrait mener à bien les intérêts des enfants. Le juge des tutelles aura, pour tous les actes de disposition et de décision successoraux qui concernent les héritiers, la nécessité d'intervenir sur les sujets qui touchent donc aux intérêts donc des enfants mineurs. Toute cette question-là nécessite donc une anticipation, une protection, bien évidemment, des intérêts et de l'entreprise et ses dirigeants. Plusieurs outils, bien évidemment, existent pour pouvoir contrecarrer les difficultés que nous venons d'aborder rapidement, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal et assurantiel. Alors, en quelques mots, sur le plan juridique tout d'abord, nous avons vu qu'il y a un distinguo qui existe de façon très importante entre les entreprises individuelles et les sociétés opaques. La première des questions qu'on pourra être amené à se poser est celui de l'intérêt de transformer une société individuelle en société opaque de façon à éviter l'arrêt immédiat de l'activité en cas de décès de son dirigeant. C'est un premier cas. Concernant les sociétés opaques, il y aura la nécessité impérieuse d'adapter les statuts de la société au cas, notamment, qui risque d'arriver en cas de décès, c'est-à-dire notamment les vacances du pouvoir ou la transmission même des actions, comme nous le verrons également dans des actes annexes comme le pacte d'actionnaires.
Mais il existe bien évidemment aussi deux types de documents juridiques qui sont à part entière pour ce type de situation, que sont le mandat de protection future et le mandat à effet posthume. Alors, le mandat de protection future est un document juridique qui sera de toute façon géré et rédigé par notaire, il faut quand même le savoir, et qui est un document qui a vocation à défendre les intérêts de l'ensemble des héritiers et de la société en cas d'incapacité du dirigeant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de décès, on parle uniquement d'incapacité. À l'inverse, le mandat à effet posthume, quant à lui, est un document qui devra être fait, encore une fois, devant notaire, et qui, dans son utilisation à proprement parler, une fois après avoir été passé devant notaire, donnera la possibilité de gérer pendant 2 ans les intérêts des héritiers au regard de la situation qui découle du décès du chef d'entreprise. Donc, ces différents outils, bien évidemment, sont à manier avec les conseillers habituels de façon à éviter toute difficulté qui pourra en découler. Un petit focus sur un document juridique, puisqu'on a parlé des statuts, qui est ce qu'on appelle le pacte d'associés ou d'actionnaires. Il est important d'avoir à l'esprit que l'ensemble des documents qui sont relatifs à la société concernent également le pacte d'associés et d'actionnaires. En quelques mots, le pacte d'associés et d'actionnaires sera un document juridique qui aura pour vocation à régler justement et précisément le cas du décès du dirigeant sur le devenir des actions en elles-mêmes, bien évidemment, mais également le devenir du rachat de ces actions, de la gestion de la direction de la société, tout ce qui découlera en réalité du transfert. Donc, important de bien combiner cette question du pacte d'actionnaires avec celle des statuts pour pouvoir évidemment protéger au mieux. Tous ces aspects sont des aspects juridiques. Il existe, et là je vais laisser la parole à David, bien évidemment également des aspects assurantiels pour contrecarrer les difficultés que nous venons de soulever. Merci Fabien. Alors, protéger son entreprise au niveau de l'assurance, c'est mettre en place une assurance homme clé. Alors, c'est quoi un homme clé? Un homme clé, c'est une personne, et c'est souvent le dirigeant d'entreprise, qui a un impact important dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce qui veut dire que lorsqu'il n'est plus là, le chiffre d'affaires baisse et il faut déterminer le montant d'impact que pourrait avoir l'homme clé dans le cadre du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, la première des choses, lorsqu'on veut mettre en place une assurance homme clé, c'est de définir justement le montant en termes généralement de mois de chiffre d'affaires, hors taxe, le montant que la disparition du dirigeant amènerait en termes de chiffre d'affaires en moins. Voilà. Donc, on définit ce montant-là, on fait une assurance décès sur la tête de l'homme clé avec une bénéficiaire, l'entreprise. Ce qui fait que lorsque le dirigeant vient à disparaître, ces montants, cette somme, sera injectée directement dans la trésorerie de l'entreprise afin justement de disposer des liquidités nécessaires, bien sûr, mais aussi de maintenir la confiance des clients et puis des fournisseurs, et puis faire face aussi à ses engagements et ses dettes, et ainsi éviter la cessation d'activité. C'est un élément très, très important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est véritablement considéré comme étant un acte de bonne gestion. Et vous avez beaucoup d'experts comptables ou de commissaires en compte qui recommandent fortement aux dirigeants d'entreprise de mettre en place ce type d'assurance. Tout à fait. Nous abordons les conséquences sur l'entreprise elle-même du décès du dirigeant, mais bien évidemment, il y a une seconde strate, si on peut parler ainsi, de conséquences relatives au décès du dirigeant qui n'impactent plus uniquement la société, mais également les associés eux-mêmes. Il faut bien savoir que la disparition, notamment en cas d'association d'un des associés, va mettre en péril, là encore une fois, la bonne continuation et le bon fonctionnement de la société qui va être concernée. Donc, encore une fois, de façon non exhaustive, des décisions pourraient être bien évidemment bloquées, notamment si les statuts prévoient des décisions à la majorité ou des décisions même à l'unanimité. Imaginons qu'un associé majoritaire à 60% soit amené malheureusement à décéder. Quid des décisions en assemblée qui seraient prises? Bien évidemment, l'équilibre en lui-même des pouvoirs va être modifié par le décès. Et encore une fois, tel que nous l'avons abordé rapidement tout à l'heure, la gérance, si le dirigeant qui décédait avait cette fonction de direction, va également être là aussi impactée. Donc, quelles sont les solutions pour protéger cette fois les associés? Il existe des solutions bien évidemment juridiques. On a touché quelques mots tout à l'heure du pacte d'actionnaires, qui est un document importantissime, si je peux me permettre de parler ainsi,
puisqu'il va prévoir justement le devenir juridique de ces questions-là. Mais là encore, l'outil assurantiel, et je vais laisser la parole quelques instants à David, va pouvoir se combiner avec notre outil juridique qu'est le pacte d'actionnaires pour donner de l'effectivité financière aux préconisations que nous donnerons, nous, sur le plan juridique. Donc, David, en quelques mots, la garantie croisée peut-être? Oui, alors la garantie croisée qu'on dit aussi, qu'on nomme aussi garantie associée, donc qui est une garantie assurantielle. Hein. Comment ça se passe? Eh bien, clairement, on définit déjà la valeur de l'entreprise. Combien vaut l'entreprise? Et en fonction du pourcentage de détention des parts des associés, on définit la valeur de détention des parts de chacun des associés. Et à partir de ce moment-là, on demande à chaque associé d'adhérer à une assurance décès du montant de la valeur des parts dont il est propriétaire, avec comme bénéficiaires les autres associés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, concrètement parlant, lorsque un des associés et le dirigeant vient à décéder, eh bien, les autres associés bénéficient d'un montant leur permettant, un, d'indemniser les héritiers du défunt, et deux, surtout, de garder le pouvoir, la mainmise sur la direction de l'entreprise. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les héritiers ne sont pas toujours dans la direction de l'entreprise. Donc, point important, ça permet aux associés restants de garder la direction de l'entreprise. Et deuxième point aussi important, aux héritiers du défunt, de pouvoir vendre assez rapidement leur part afin justement de payer les droits de succession. Une petite précision par rapport à ça. Dans la profession qui est la mienne, c'est-à-dire celle d'avocat, depuis des années, nous rédigeons donc des pactes d'actionnaires, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui prévoyaient par exemple qu'en cas de décès, si nous prenions l'exemple de 3 associés, en cas de décès d'un des actionnaires, les 2 autres avaient une priorité, c'est ce qu'on appelle des clauses d'agrément, de préemption, de priorité au sens large du terme, pour procéder à l'acquisition des actions ou des parts du défunt. Juridiquement parlant, tout était cadré. Mais il est bien important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a la capacité juridique de procéder à l'acquisition que nous avons la capacité financière de le réaliser. Cette garantie croisée qui vient d'être abordée donne une effectivité financière aux préconisations juridiques qui ont été données et indirectement règle une double problématique. Une problématique qui est inhérente bien évidemment à la continuité de la société elle-même et de l'équilibre entre les associés, mais également indirectement, et ça fera le lien avec le dernier sujet, sur la protection elle-même des membres de la famille du défunt. Puisque qui d'autre finalement que les actionnaires de la société est bien placé pour procéder au rachat des actions d'un défunt. Bien évidemment, il est toujours très compliqué de vendre des participations, notamment minoritaires, et dans la réalité, ce sont bien évidemment les actionnaires du défunt qui seront les mieux placés pour procéder à cette acquisition et donc sortir de l'ornière les héritiers qui se retrouveraient avec 20, 30, 40 ou même 60% de titres d'une société dans laquelle ils ne travailleraient pas et qui seraient assiettes de taxation au moment de la succession. Ce qui nous permet en réalité de faire un lien avec le dernier axe de conséquences du décès du dirigeant et des conséquences qu'il convient bien évidemment d'anticiper et de protéger, qui sont les protections, cette fois, relatives à la famille. Nous avons bien compris que la disparition du dirigeant impactait la société elle-même. On a bien compris que la disparition impactait les associés. Et le dernier, il n'y a pas d'ordre de priorité dans ce que je dis, mais en tout cas, le dernier qu'on va aborder, axe de réflexion, est celui de la protection de la famille elle-même, puisque le décès du dirigeant d'entreprise aura des conséquences, bien évidemment, pour le devenir même de la famille et de sa situation de vie. Donc, David, peut-être quelques mots sur ces questions-là. Au niveau de la protection de la famille, vous imaginez bien que la disparition du dirigeant d'entreprise amène une perte de revenus, une baisse de revenus non négligeable. Donc, indépendamment de la protection de l'entreprise et de la protection des associés, comme on l'a vu par ailleurs, au niveau juridique, fiscal et assurantiel, il faut aussi protéger tout simplement les revenus de demain et d'après-demain de la famille. Donc, ça aussi, ça se prépare, ça se fait en amont, par l'intermédiaire tout simplement d'un contrat de prévoyance qui est nécessaire, qui est, je dirais, indispensable patrimonialement de mettre en place. Alors, il faut définir tout simplement les besoins de la famille en fonction de sa composition. Est-ce que
il n'y a que monsieur et madame? Est-ce que c'est monsieur, madame avec des enfants? Est-ce que les enfants sont en études? Est-ce qu'ils sont majeurs? Tout ça, ça détermine forcément un besoin en montant de capital d'essai qui est plus ou moins important, avec des fois aussi des problématiques de rente, parce que quand on a des enfants qui sont étudiants, c'est non négligeable mensuellement. Donc, le contrat de prévoyance, mettre en place un contrat de prévoyance lorsqu'on est dirigeant d'entreprise est souvent la personne qui a le revenu le plus important dans la famille, c'est même pas nécessaire, c'est indispensable. Donc ça permet justement d'avoir un capital d'essai qui permet, placé dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, d'assurer des revenus complémentaires bien, et pour le conjoint et pour ses enfants. Autre point très très important, c'est l'assurance emprunteur. Alors on fait des emprunts forcément au niveau professionnel, mais on fait aussi des emprunts au niveau privé. Je pense que tout le monde connaît l'assurance emprunteur. Il faut bien regarder si on est bien assuré, parce que ça, à la disparition du dirigeant d'entreprise, si c'est bien fait, il n'y a plus de dette et les emprunts sont remboursés. Si ce n'est pas bien fait, eh bien à ce moment-là, la famille est obligatoirement solidaire et doit continuer à rembourser les emprunts. Donc, il faut bien regarder si son assurance emprunteur vous garantit sur tous les risques. Et puis, autre point qu'on n'a pas abordé, faute de temps aussi, hein, pendant cette intervention, mais qui, je pense, mérite, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, qu'on fasse un vrai focus sur le sujet, c'est les obligations conventionnelles qu'on a en tant que dirigeant et chef d'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Alors, c'est quoi les obligations conventionnelles? C'est les indemnités de départ à la retraite et les indemnités de licenciement que l'entreprise peut avoir à donner, soit en cas justement de licenciement ou de départ à la retraite de ses salariés. Euh, Si, dans le cadre de la disparition d'un chef d'entreprise, on n'a pas couvert ce genre de risque, je puis vous dire que pour les héritiers, c'est très, très compliqué de transmettre ou de vendre l'entreprise si elle veut la vendre, hein, s'ils veulent la vendre, de transmettre l'entreprise au juste prix. Parce que forcément, ce sont des dettes qui viennent diminuer le montant de la vente. Par contre, si on est assuré, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci, ça facilite cette transmission. Donc, n'oubliez pas, chef d'entreprise, de couvrir votre passif social en départ à la retraite et en licenciement. Et vous avez des solutions assurantielles pour ça. Voilà. Alors, juste, il y a quelques questions après. Pour clôturer simplement, donc en conclusion et de façon totalement non exhaustive, ce sujet, cette rapide intervention, cette sensibilisation sur ce cas malheureux de la disparition des dirigeants, bien évidemment, le fait de faire un bilan patrimonial et successoral régulier est nécessaire, voire même indispensable. On peut difficilement aborder ce sujet sans avoir à l'esprit le coût, notamment fiscal, de la disparition du dirigeant et la composition de son patrimoine global, pour être certain, notamment si on réfléchit à des arbitrages entre des questions immobilières, valeurs mobilières ou de trésorerie pure, pour savoir si finalement, malheureusement, les héritiers du défunt auraient, en cas de malheur, la possibilité de financer les droits de succession. Donc, cette question-là est bien évidemment importante. Les questions juridiques relatives notamment au régime matrimonial sont à aborder avec vos notaires. La question de la forme juridique de l'entreprise est essentielle. La question évidemment de la poursuite ou pas d'un des héritiers, puisque le cas effectivement qu'on peut rencontrer, qui est celui d'un héritier qui travaille déjà dans l'entreprise, peut être de nature à faciliter en quelque sorte le passage de cette étape difficile. Les questions des donations également, voilà, autant de sujets qui pourraient être abordés pour réfléchir au mieux à la gestion de cet événement malheureux qu'est la disparition du dirigeant. Rapidement, je réponds. Oui, David, pardon. Oui, Fabien, juste un point, je regarde comme on avance quand même dans la présentation. Je voulais juste qu'on puisse répondre à deux ou trois questions qui nous ont déjà été posées. Point important, la garantie croisée. Quel est le coût? Je vois que Dominique là, nous a posé une question. Quel est le coût de cette garantie croisée? Ben, ça dépend, c'est très très variable. Ça dépend du montant. Donc la garantie croisée, rappelez-vous bien, c'est
le montant de la valeur de départ qu'on a. Donc, ça dépend du montant et ça dépend aussi de l'âge, parce que c'est un contrat de prévoyance. Donc, plus vous êtes âgé, plus le contrat avec le montant déterminé est important. Plus vous êtes, je dirais, moins âgé, c'est le cas de le dire, plus jeune, moins c'est important. Donc, ça dépend les personnes. Il faut simplement faire une tarification pour voir ce qu'il en est. Sachant associer un tout petit peu sur l'aspect qui nous concerne nous, évidemment de la question de la valorisation elle-même de la société qui va être concernée. Bien évidemment, donc il est important, soit dans le pacte d'actionnaires, de prévoir les méthodes de calcul et de détermination de la valeur des actions qui vont être concernées, ou de procéder à une valorisation, malheureusement, au moment du décès du dirigeant, de façon à pouvoir acter de façon neutre et réelle, avec l'aide notamment des méthodes admises par l'administration fiscale, la question de la valorisation. Autre question qui m'a été posée, donc sur la question de savoir s'il y a des points d'attention spécifiques concernant les entreprises qui sont détenues via les sociétés holding. Les sociétés holding ne sont rien d'autre que des sociétés qui détiennent d'autres types de participation. Donc, peu importe la forme juridique de ces sociétés, il est juste important de reprendre l'ensemble des points que nous avons abordés, car les conséquences seraient les mêmes. La disparition d'un dirigeant chef d'entreprise d'une société holding impliquerait de facto, alors à valider sur les cas particuliers, les mêmes conséquences que celles que nous avons abordées, avec la petite nuance près sur la question de la gestion du pouvoir, qui potentiellement pourrait avoir été réglée en amont dans le cadre d'un groupe de sociétés. Mais pour le reste, tout ce que nous avons abordé reste valable. Quid d'un testament par rapport à un pacte d'associés? Les deux ne se situent pas au même niveau. C'est-à-dire que le testament est la volonté en amont d'un défunt sur sa dévolution successorale. Le pacte d'associés ne concerne que les signataires du pacte. Donc, la difficulté qu'on rencontre assez fréquemment, si un pacte d'associés est contraire avec un testament, il est vrai qu'en règle générale, le testament prévaudra, puisque le pacte d'associés n'est pas opposable à des personnes qui ne sont pas signataires. Alors, sauf à avoir fait signer ses héritiers dans le cadre d'un pacte d'associés, si ceux-ci ont quelques participations, le testament, effectivement, prévaudra sur le pacte d'associés, le cas échéant. Autre question, y a-t-il une différence entre un contrat de prévoyance et une assurance décès? Une assurance décès est un contrat de prévoyance. Le contrat de prévoyance est plus global. L'assurance décès est une garantie à l'intérieur du contrat de prévoyance. Le contrat de prévoyance peut aussi avoir une garantie invalidité, une garantie indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, une garantie rente, mais globalement, l'assurance décès est un contrat de prévoyance. Autre point aussi, qui peut nous faire un bilan patrimonial et successoral? Le conseiller en assurance à la SCMA Vie est habilité et a des outils pour vous le faire. Et puis, Dominique me relance aussi pour que je puisse lui donner un exemple. Là, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps de le faire. Je pense que c'est quelque chose de particulier. Il faudrait prendre contact justement avec un conseiller de la SCMA Vie pour qu'il vous fasse une tarification bien précise pour voir ce qu'il en est en ce qui vous concerne. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà en tout cas ce que nous voulions vous dire, en tout cas sur cette question de la disparition soudaine du chef d'entreprise. Le maître mot, tel qu'il a été dit de façon introductive par David, est bien évidemment, comme vous l'avez compris, l'anticipation. Une anticipation quant à la détermination de la valeur de la société, quant aux conséquences fiscales qui découleraient via notamment le bilan patrimonial et successoral qu'il convient de faire en amont, et ensuite sur la prise de décision qui sera nécessaire de prendre sur les trois strates que nous avons abordées ensemble, à savoir concernant la protection de la société elle-même, forme juridique de la société, outils assurantiels, pactes divers, la protection bien évidemment de ses propres associés, encore une fois dans un souci de pérennisation de l'emploi et de la société, avec là encore les pactes d'actionnaires, les garanties croisées associées à titre d'exemple, et enfin la protection de la famille, qui bien évidemment est un élément central pour chaque dirigeant, qu'il convient bien évidemment de prendre en considération avec son notaire. Si on n'a pas d'associé, seule l'assurance clé et la protection à la famille donc sont suffisants. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bien évidemment, les garanties croisées associées ne peuvent fonctionner que si l'on a des associés. On ne peut pas faire de garantie croisée avec une seule personne unique. C'est à partir de deux associés ou de deux actionnaires que la garantie croisée sera envisageable. En tout cas,
En tout cas, pour toutes les questions assurantielles, pour accompagner justement, vous accompagner au niveau de l'assurance et juridique avec votre expert comptable, votre avocat, fiscaliste et autres, vous avez les conseillers en assurance de l'ASC Ma Vie qui, comme vous pouvez le voir, sont implantés dans tous les départements. Hein, vous en avez plus de 50. Et leur boulot, hein, c'est de venir vous voir, présenter les solutions assurantielles dans le cadre de la transmission d'entreprise, dans le cadre patrimonial, dans le cadre de la prévoyance, de la retraite. Donc, ils sont un petit peu multicartes et ils peuvent vous aider à ce niveau-là pour conforter, je dirais, la situation de votre entreprise et votre situation patrimoniale. Donc, n'hésitez pas sur le site du groupe SMA à venir les solliciter. Ils seront bien sûr disponibles pour venir vous voir, soit chez vous, soit dans votre Une dernière question, faut-il prévoir quelque chose de spécifique si sa femme est salariée de l'entreprise? Oui, bien évidemment, puisque à la fois le fait qu'il y ait le caractère d'épouse et le caractère de dirigeant d'entreprise, il sera nécessaire effectivement de prévoir, notamment si on souhaite que son épouse devienne potentiellement la dirigeante de l'entreprise et lui octroyer des avantages et des priorités particulières via les pactes d'actionnaires et les dévolutions successorales, donc les testaments, de façon à éviter toutes les difficultés qui pourraient découler de son propre décès. Voilà. Et dernier point, juste de 15 secondes, parce qu'on a dépassé déjà le temps imparti. Sébastien pose une question. Bâti relais pour règlement des frais de succession. Oui, bâti relais, c'est un contrat de prévoyance. Je vois que vous avez déjà eu une proposition d'un conseiller en assurance à l'ASC Ma Vie. Bâti relais est en effet un contrat vie entière, vous permettant de couvrir donc de façon viagée les frais de succession. C'est véritablement la solution pour permettre de couvrir les droits de succession du dirigeant d'entreprise, tant au niveau de la valeur de son entreprise que des autres éléments de son patrimoine global. Voilà. Écoutez, Fabien, on a à peu près essayé de répondre à toutes les questions très rapidement. Je sais que c'est un petit peu frustrant, mais on avait un temps imparti. Il va falloir qu'on vous quitte. On vous remercie en tout cas de votre attention et on espère que cette intervention avec l'expertise de Fabien vous a permis de remettre certaines choses au point. Et puis, n'hésitez surtout pas à recontacter les conseillers de l'ASC Ma Vie. Ils sont là pour vous aider dans cette démarche. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci.